Élu dans la porte en 1976, Pierre Marois est nommé ministre d'État au développement social du gouvernement Lévesque, puis ministre du Travail et de la main-d'œuvre en 1980. Il mène de grands dossiers comme la loi sur la santé et la sécurité du travail. Pierre Marois est l'humaniste du cabinet Lévesque, prônant l'égalité des chances. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Marois. Bonjour, M. Morin. Vous avez mis sur la table une réforme de l'aide sociale. C'est important. Qu'est-ce que vous vouliez changer? Faire une réforme de l'aide sociale en jonction avec la mise sur pied d'une politique de retour au travail, une politique de formation de main-d'œuvre. Bon, ça paraissait complexe. Malgré l'état, à tout le moins, difficile de la situation financière du gouvernement du Québec, je pense on peut dire qu'une attention tout à fait spéciale est apportée à cette situation. Qu'on va faire tout ce qui est humainement possible parce qu'il y a là un problème qui est vraiment un problème fondamental puis qui touche certainement les plus petits et qui a un côté terriblement scandaleux. Je l'ai peut-être mal présenté. Je ne sais pas, mais ça tiraillait. Ça tiraillait. Et j'ai quelques collègues là, qui frappaient sérieusement dans le tas. Ça aidait pas. Bon. Et puis en plus, on arrivait dans la foulée de tout ce qui s'était passé avec Ottawa. Oui, la réforme constitutionnelle qui avait avorté. Ouais. Alors là, on en était dans un début. Le mot n'était même pas lancé, de beaux risques. Hein? Moi, je voyais ça venir comme une tonne de briques. Je me disais, ça se peut pas, là. Et on va pas embarquer là-dedans. De la réforme du fédéralisme, finalement. Oui. Et là, bon, c'est tout ce qui est arrivé de confusion. Puis, jamais, moi, je blâmerais M. Lévesque pour ce qui s'est passé dans ces périodes-là. Pas plus que jamais je lui reprocherai souveraineté association. Tu sais, bien des gens ont dit « Ah ouais, mais non, des souverainistes, que c'est ça, l'association. » Bon. Je pense que M. Lévesque est allé le plus loin qu'il était possible d'aller dans le contexte de ces années-là. Bon, il ne donne pas les outils. On a contribué on l'a magané, hein? On l'a magané. Et ça paraissait. Puis ensuite, il s'est trouvé pris dans un corridor politique pas facile à gérer. Et puis, tranquillement, un conseil des ministres où les uns s'en allaient de plus en plus vers l'idée du beau risque. Et puis d'autres disaient non, on continue sur notre lancée. Mais vous, dans cette période-là, c'est là que vous avez démissionné, finalement. Est-ce qu'il y avait ce motif-là et d'autres? Il y avait ce motif-là, notamment. Oui, il y en avait d'autres. En juillet précédant ma démission, j'ai rencontré M. Lévesque assez longuement, où je lui ai fait état de mes évaluations des choses et de ce qui me semblait devoir être fait par rapport au grand risque, en mesurant bien que lui, il était le premier ministre et que la population y avait dit non. Au référendum de 80. Oui. Et qui était pris, puis il était pris en plus de ça avec la gang de Trudeau. C'était pas de la rigolade. Et je lui avais en plus dit, je l'avais mis en garde contre une ou deux tentatives de collègues de le faire sauter. Et en plus,
j'avais fait le tour. Il faut dire que j'ai été président de l'exécutif. J'ai été sur l'exécutif national presque tout le temps. De sorte que mes contacts, dans ma poche, j'ai une liste de tous ceux qui vont partir. Mais t'as fait, moi, la liste. J'avais tous les noms. Tous ceux qui vont plus tard quitter étaient tous sur ma liste. Je me suis trompé sur un ou deux. Et puis, à bout d'argument, j'ai dit, Monsieur Lévesque, à part de ça, là, si ça s'en va comme ça, vous allez perdre vos meilleurs alliés. Ça n'a pas de sens. Vous allez être laissé tout seul. Ça va être l'enfer. Là, j'ai dit, échappé, j'ai une liste. Je veux voir la liste. Non, je ne peux pas vous montrer la liste. Vous allez me montrer la liste. Non, je ne peux pas vous montrer la liste, je ne vous en montrerai pas. Croyez-moi sur parole. La seule chose que je vais vous dire, le premier nom, c'est la liste, c'est le mien. Il est resté un peu surpris, je crois. On s'est laissé en bons termes. Je lui ai dit, je m'en viens avec... je vais revenir avec un projet qui va nous relancer, qui va proposer de nous relancer à la poursuite de nos objectifs et analyser la situation fédérale pour voir comment on s'y prend avec eux autres. Là, ça suffit. On est toujours sur la défensive avec eux autres. Bon. Et puis, plus tard, bien, se produira ce que j'avais bien dit qu'elle allait se produire. Pas que j'étais plus fin que les autres, pas de ça, là. J'étais en contact avec le monde, maudit. J'étais en contact avec nos présidents de région, nos présidents de comté. Je le connaissais, le pouls du parti. C'était écrit dans le ciel, là, à partir du moment où on a pris ce virage-là. Mais le fait que aussi, parmi vos collègues, vous aviez moins d'appui, est-ce que ça a influencé votre décision de partir? Non. Non. Moi, si je décide de m'embarquer dans quelque chose, je m'embarque. Si je décide que c'est fini, je m'en vais. Bon. J'ai reçu jeudi soir dernier la lettre suivante. Après mûre réflexion, le moment me semble maintenant venu de retourner à la vie privée. Aussi, vous voudrez bien prendre acte de ma démission comme député. Démission prenant effet aujourd'hui. Mes meilleurs vœux vous accompagnent, Monsieur le Président. Avec l'expression de mes sentiments respectueux, c'est signé de la main de Pierre Marois. Avez-vous coupé les ponts après ça? Oh, non. Il y en a avec qui j'étais plus naturellement sur la même longueur d'onde. Comme avec M. Lévesque, hein, je suis resté en contact avec lui longuement. Non, j'ai pas brisé les ponts. Non, pas du tout. Bien. Est-ce que vous avez donné un coup de main à vos collègues au PQ? Parce qu'il y a eu des élections en 85, en 89, Oui. Mais le premier coup de main que j'ai donné, c'est après mon départ. Il y a eu une élection complémentaire dans mon propre comté. Puis les électeurs, hein, ils n'oublient pas ça. Hein. Quelqu'un qui change de parti en cours de mandat, quelqu'un qui s'en va en cours de mandat sans trop s'expliquer, ce qui était mon cas. Il y a des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas m'expliquer, parce que ça aurait impliqué que je dise des choses qui auraient pu atteindre M. Lévesque. En fait, c'est pas lui que j'aurais visé, mais M. Lévesque se trouvait dans mon champ de... C'est une mauvaise image, là, mais dans mon champ de mire, disons. Et ça, jamais j'aurais touché à cet homme-là, jamais. Je voyais trop de près ce qu'il vivait, puis à quel point c'était de plus en plus difficile et pénible. Donc, il y a des choses que je n'ai jamais pu dire et que probablement je dirai jamais. Mais, Et quand il l'a quitté, lui, en 85, à l'été 85, est-ce que vous étiez encore près de lui? J'étais en contact avec lui. Et, mon Dieu, quelle tristesse. Le souper de remerciements et d'adieu que le parti avait organisé, ils ont remis une carte de membre à vie, puis aussi un voyage avec une carte de crédit. Et je me souviens de deux choses qui, je trouvais, qui traduisaient vraiment l'état dans lequel il était. Il avait montré la carte de membre à vie, puis il avait dit « merci beaucoup.
comme dirait le commercial, ne partez pas sans elle, mais partez par exemple. Et il avait commencé son exposé en citant ce poème « Que sont mes amis devenus ». Mon Dieu, j'ai trouvé cette soirée-là à la fois vraie. Il n'avait pas changé, l'homme. Il restait vrai et franc, mais triste. Il y avait beaucoup de tristesse. Ouais. Vous avez continué après ça aux élections de 85, 89, 94. Vous étiez actif seulement dans votre comté ou pour le parti? Non, ça dépendait des invitations que je recevais. Alors, si on m'a demandé de participer à une assemblée publique, j'y allais volontiers. Non, j'ai continué. Mais évidemment, c'était moins intense. Hein. Et au référendum de 95? Ah, au référendum de 95, là, je me suis organisé pour m'impliquer. J'ai fait une série télévision débat avec Francis Fox, qui a duré presque tout au long de la campagne référendaire, des assemblées publiques, l'animation d'assemblées, l'organisation de regroupements favorables, par exemple des avocats, puisque j'étais retourné en pratique privée. Oui, non, je me suis impliqué. Ouais. Et le oui a perdu le référendum, le non a gagné. Quelle réflexion vous avez tirée de ce Ma première référendum? réflexion, c'était une réflexion de révolte. Je me suis dit, maudit, quand est-ce que c'est... Jamais les fédéraux vont respecter le fonctionnement démocratique du Québec, les lois du Québec. Jamais. Ils les ont violées, là. J'allais dire bord en bord. Tu penses à ce que ça a coûté, le Lovin. Lovin, mon œil, hein. Nous haïssent, bon. C'est sans limite. C'est sans limite. On me suis dit, encore une fois, on se laisse prendre. On n'a pas avoir pris un certain nombre de mesures auprès du directeur général des élections, auprès du directeur général à Ottawa, publiquement. Ils vont repartir sur les peurs. Je me suis dit, ça, c'est la première leçon qu'il faut retenir. Parce que, écoutez, quand on perd par 0,5 %, là, c'est ça à peu près, hein? Un demi-point de pourcentage. C'est minime, hein, comme vote. Toute proportion gardée. 55 000 votes, je pense. Autour de, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas les chiffres en tête, mais toute proportion gardée. Ramenez ça là, du niveau provincial ou national à un niveau de comté. C'est quelqu'un qui se ferait battre par 100 votes, 150 votes. C'est la même chose. Et là, pourtant, en bas, dans mon exemple, ça s'est déroulé selon les règles démocratiques acceptées, parce que c'est vérifiable. À l'échelle du Québec, il n'y a pas d'instrumentation, en tout cas, à ma connaissance, pour vérifier ça. Mais tout moyen était bon. Et puis, bon, c'est ça. Sauf que je me dis, et je me suis toujours dit, quand cette campagne référendaire-là a débuté, je crois que, de mémoire, là, les sondages donnaient 41 % à peu près aux souverainistes, et on a terminé à 49,5 %. Mais il y a eu une chose qui a joué, c'est que tous les souverainistes, de quelque allégeance qui a été, ils se sont regroupés, ils ont fait un front commun. Hein? Le Bloc est venu. Bon, chacun fait son effort pour aller chercher l'autre. Regrouper tout ça en une seule force de frappe. Et ça a joué. Et il ne faut pas que les souverainistes demeurent divisés, fractionnés, sous prétexte d'un projet socio-économique qui varie de l'un à l'autre. Moi, par exemple, je suis plutôt disons, progressiste, hein, de nature. Est-ce que c'est ça que les Québécois veulent comme pays? C'est une chose. Mais on peut-tu d'abord décider de le faire, le pays?
Parce que si vous ne le faites pas, le pays, de toute façon, là, votre projet, qu'il soit un petit peu à gauche, plus ou moins à gauche, très à gauche, au centre, à droite ou à l'extrême droite, vous pouvez toujours en rêver. Vous pouvez toujours écrire sur le projet. Mais ça va rester un projet parce qu'il n'y a pas de pays. Bon. Il faut distinguer là aussi les deux. Et moi-même, ça m'a pris du temps à faire la distinction entre les deux, je dois dire. Mais il me semble que c'est mûr. Qu'est-ce que c'est qu'on attend? On attend qu'ils finissent de nous égorger sur le plan financier. C'est drôlement bien parti, hein? C'est drôlement bien parti. Qu'est-ce qui reste dans le budget du Québec? Si vous enlevez là, le morceau santé, services sociaux, sécurité du revenu, qu'est-ce qui vous reste à partager entre les autres? De plus en plus, le reste de la tarte là, est ratatiné. Pourquoi? Ils sortent des champs. Le fédéral dit, politique du logement, il embarque. Québec aussi a sa politique du logement. Les sans-abri, c'est un scandale, les sans-abri. On est un peuple, il me semble, qui a le sens d'une justice, qui a un respect des droits humains fondamentaux. Des gens qui vivent dans la misère au Québec. Il faut aller voir dans un quartier. Il faut que les députés retournent, puis se promènent, puis aillent voir. Vont voir comment est-ce que c'est. Il y a de la pauvreté qu'on pourrait combattre. Il y a des gens sans-abri. C'est pas possible de laisser des gens sans-abri dehors. La première chose qu'il faut avec un sans-abri, c'est d'y donner un abri. Première chose. Pour l'aider à se retrouver comme être humain. Et on est une société, quand on regarde la protection de la jeunesse, c'est ça notre conflit avec le fédéral. On est une société qui dit, on va lui donner une chance, on va le prendre en main, on va l'accompagner, on va lui donner tous les moyens, on va le soutenir. Alors que le fédéral dit, moi, je le maudis en prison. Bon. Ce sont des changements qui ne se font pas en 2 jours, c'est certain. Mais ils ne se feront certainement pas tant qu'on ne se donnera pas tous les outils. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, pour moi, c'est très clair. Dans vos fonctions dans le secteur public, en 1997, vous êtes nommé à la présidence du Conseil des services essentiels. Ouais. Terrain très connu, vous deviez être à l'aise là-dedans. Jamais j'aurais pensé un jour devenir président d'un organisme et d'une réforme que j'avais pilotée. Mais c'était une expérience. Je me disais, là, j'ai la chance de vérifier comment fonctionne ma réforme. Et j'ai vu comment les gens ont pas des comportements... ils ont des comportements responsables dans la mesure où on se donne des lieux d'échange. Hein? Puis ce petit conseil-là, il se revirait de base à 30 sous. Vous le savez, il pouvait siéger à la nuit, le samedi, le dimanche. Bon, il n'était pas nombreux. Hein? Il y avait à la fin, quand j'ai quitté, 32 personnes. 32 personnes. Ça coûtait pas cher, le petit conseil. Mais mon Dieu, coût-bénéfice, hein? Les vieux étaient protégés. Tu sais, c'est le gars que je rencontre dans le bout de Nominac qui me dit « Hey, Pierre! » Je dis quoi? Il dit « T'as changé tout ça, la façon de faire la grève? » Il dit « Les gens, ils font plus la grève en dedans, ils la font juste dehors. » Je dis « Pardon? » Il dit « Ouais. » Il dit « Je suis allé voir ça, moi. Mon vieux père est hospitalisé dans un centre d'accueil. » Puis il dit « On dit à la grève. » J'ai dit « Maudit. » Je saute dans mon char, descends à Montréal. Ils sont mieux d'y donner ces maudits médicaments parce qu'ils vont avoir affaire à moi. Il dit « Je suis monté. » Arrivé à la chambre du père. Il avait l'air bien calme. C'est quel genre de grève que c'est ça? Mon père est calme. Puis le père, vous mangez un matin? Ah ouais. Avez-vous eu vos médicaments? Votre piqûre? Ah ouais. Ah bien, il dit, je te le dis, là, c'est parce que c'est changé. Tu connais pas ça, tu n'es pas au courant. Ils font plus la grève en dedans. Ils la font dehors. C'est-à-dire que les services essentiels de cet homme-là, ils les avaient. Alors, il dit, moi, quand je suis arrivé là, à l'hôpital, j'ai traversé la ligne de piquetage, puis il y en a un qui m'avait touché. Bon. Puis là, quand j'ai vu ça après un certain temps, j'ai dit, bon, ben, il est correct, mon père. Je suis reparti, puis il dit, là, en retraversant, là, je les ai écoutés. Puis il y a des choses qu'ils m'ont dit, les grévistes, que je ne savais pas. Il dit, c'est changé. C'est drôle de témoignage, c'est un beau témoignage. Oui. Ben, en fait, les mentalités avaient changé beaucoup. Ouais. Autant syndicales que exact. De direction, de gestion. Mais il faut créer les conditions de ces changements-là. Alors, le Conseil des services essentiels et l'équipe qu'il y avait là c'était tellement une belle équipe. On dit souvent,
les fonctionnaires. Mais moi, j'en ai tellement vu dans ma vie publique des gens là, dévoués, vraiment là, qui ont comme conception de fonction publique, ça doit être le premier par excellence des services. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. J'ai vu aussi des gens dévoués dans les équipes ministérielles, des gens qui sont là vraiment pour faire de la politique et non pas être des petits politiciens. Juste donner un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire là. Il y avait une ministre à qui M. Lévesque, qui connaissait quand même ce dossier-là, avait dit « Vous allez me nettoyer ça, l'histoire des contrats et puis des achats du gouvernement, puis le patronage là-dedans. Je veux pas en voir trouver moi une solution. » C'est Mme Ouellette, ça, qui était ministre des Travaux publics. Arrivée un peu sur le tard à Québec à cause parce qu'elle était... il y a eu un recomptage. Oui. Puis elle est passée par la peau des dents. Mais une femme sympathique, une militante, tu sais. Et alors, elle a bâti tout le projet et elle est allée présenter ça à M. Lévesque en lui disant, en plus, là, ça, on pourrait créer, je ne sais pas comment elle appelait ça, un office ou en tout cas, on pourrait abolir mon ministère et créer tout transposer ça en office responsable de tous les achats et toutes les transactions gouvernementales. M. Lévesque dit, le contenu est bien bon, mais le contenant, ça n'a pas d'allure. Il dit, voyons, pensez-y. Non, pas pour abolir votre ministère. Vous allez rester ministre. Mais dans sa tête, à elle, c'était tout à fait normal. Abolir son ministère, elle veut dire qu'elle perdait sa job de... C'est un exemple. Je pourrais vous en donner d'autres. Mais c'était vraiment une équipe... ouais. Et du Conseil des services essentiels, vous allez, 5 ans plus tard, à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Exact. Quel plan, là, vous aviez... quel mandat? Le mandat, c'était de replacer cette boîte-là, de la rendre plus efficace, donc une réorganisation là aussi. La Commission des droits de la personne, il ne faut jamais perdre de vue qu'elle est chargée de surveiller l'application de la loi, a dit la Cour suprême, quasi constitutionnelle du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne. Et contrairement à la Charte fédérale, la canadienne, qui est individuelle, ce sont des relations citoyens et groupes publics, la nôtre, elle est à la fois individuelle et collective, et elle rame très large, elle couvre tous les secteurs de l'activité. Elle a, entre autres, les chapitres contenus également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que j'appelle la mal nommée, le droit de l'homme. Nous, on dit les droits de la personne. Je ne vois pas les droits de l'homme. Il y a autant les femmes, il ne faudrait pas les oublier là-dedans. En tout cas, mais nous autres, c'est la Commission des droits de la personne, la Charte. On a tout ce chapitre sur les droits sociaux, économiques et culturels qu'on ne retrouve pas dans les chartes individuelles, certainement pas dans la fédérale. Bon, première des choses qu'on avait constatées, c'est les délais de traitement des plaintes des citoyens sont trop longs. Il faut réorganiser ça. On l'a fait, la réorganisation. Pas facile quand tu brasses... c'est une plus grosse machine que le Conseil pour rétrécir les délais. D'après encore les derniers rapports que j'ai vus, là, les délais ont été réduits de façon très, très, très substantielle. L'accueil, la façon de traiter tout ça, la mise en place aussi d'une étape de médiation, si vous le voulez. C'est pas obligatoire. Et puis, l'autre volet, c'était réorganiser, d'une part, bien organiser la protection et la défense des droits des citoyens. Deuxièmement, la promotion des droits, les faire connaître, les faire respecter, adapter des plans aux diverses entreprises. Ça, c'était mal organisé, à mon avis, et il fallait le refaire. Et puis, pour l'essentiel, c'était ça. Et en plus, cet organisme-là avait des pouvoirs, à mon avis, pas suffisamment utilisés. Par exemple, quand on a découvert que des gens, des agriculteurs ou des producteurs de fruits et légumes faisaient venir de la main-d'œuvre de l'étranger
et les traitait de façon absolument inqualifiable. Les endroits où on les faisait loger, comment ils étaient nourris, c'est dégueulasse. Ça contrevenait à tout ce qu'on pouvait avoir de législation dans le genre. J'ai-tu oublié de contrevenir à une? Non, parfait. On a émis des ordonnances et en plus, on a envoyé du monde sur place pour surveiller la réorganisation, s'assurer que ces gens-là obtenaient. En d'autres termes, on avait un pouvoir d'intervention là, qui pouvait brasser les choses. Et puis, il y a eu, à travers ça, là, évidemment, quand tu fais ça, puis tu le fais vite, tu ne satisfais pas tout le monde. Et c'est sûr que ça brassait, entre autres, des directeurs ou directrices, c'est bien certain. Réduire le nombre, réorganiser ça. Et ma directrice des communications et moi, on n'avait pas la même vision du tout. Elle avait une vision où elle disait il faut que chaque journaliste qui appelle obtienne la réponse. S'il veut des entrevues, il faut qu'il y ait des entrevues. Moi, je disais non. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes directrice et porte-parole des communications, c'est-à-dire qu'il vous revient, il vous appartient de faire connaître publiquement ce que la commission fait, ce qu'elle a décidé, etc., ce qui n'exclut pas des entrevues, mais pas des improvisations sur un coin de table, puis pas des choses ils veulent absolument le savoir. Ben oui, ils veulent le savoir, je le sais, mais il n'y a pas de décision de rendu. Fait qu'ils le sauront quand il y aura une décision. Oui, mais ils veulent le savoir. Bon, en tout cas, chose certaine, il y a eu une plainte de loger. Les médias ont appelé ça plainte de harcèlement psychologique contre Marois. Ce qui est une erreur. Il ne faut vraiment pas connaître les lois pour dire d'en faire le même. Tu ne poursuis jamais en harcèlement contre un individu, tu poursuis l'employeur. Donc, c'est la commission qui était poursuivie. Et c'est une histoire de broche à foin, ça. En rétrospective, M. Marois, de votre carrière politique, quelles sont les réalisations, les relations qui vous ont donné le plus de fierté, plus de satisfaction? Mais d'abord, les réformes qui m'ont été données de piloter. Les réalisations dans mon comté. M. Lévesque et moi, à l'élection de 1976, on avait publié ensemble, conjointement, pour la Ville de Longueuil, une série d'engagements et on a signé nos engagements dans un journal qu'on a distribué partout. Et moi, j'étais fier, à la dernière élection, de pouvoir contresigner à nouveau. On vous avait dit qu'on ferait ça. Voici le résultat. On avait tout fait. Un palais de justice, l'approvisionnement en eau. Il n'y avait pas d'eau, les gens à Longueuil. Du logement, des parcs, un palais de justice, l'hôpital qui est là, c'est tangible. Quand je pars, je le vois, là, il est encore là. T'sais. Et puis, l'incroyable confiance que M. Lévesque m'a faite et que la population m'a accordée, et cette équipe si remarquable de collègues, je parle de l'équipe de 76, et puis les équipes là, dans les comtés, parce que tu ne peux pas assumer des fonctions comme ça sans être entouré de gens. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré de gens absolument remarquables. Et puis d'avoir l'appui de ma famille proche, là, Michel, puis les enfants. C'est une belle expérience. Moi, j'ai vécu, je dois dire, une belle expérience. J'ai été chanceux de vivre ça. Vous êtes sorti avec l'impression d'avoir fait avancer la société québécoise? Oui, mais en même temps avec ce regret profond que je voyais, en tout cas, il me semblait pouvoir voir ce qu'on aurait pu faire de plus avec les instruments que donne la liberté. Alors, c'est le seul, ça c'est le plus grand, comment je dirais, regret, si vous voulez, que j'ai. Ouais. Merci, M. Marois. Je vous en prie.